Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans notre dernière vidéo sur l'analyse des données, nous avions couvert plusieurs sujets importants. Premièrement, la création du projet et du notebook dans RStudio. Deuxièmement, comment nommer des cellules de code. Troisièmement, la personnalisation de l'entête du notebook. Quatrièmement, la création d'un panneau de navigation pour se déplacer facilement dans notre code. Cinquièmement, l'utilisation du preview pour visualiser le rapport. Sixièmement, la lecture des données dans un data frame depuis un fichier avec la fonction readTable. Septièmement, l'affichage du contenu du fichier depuis le terminal avec la commande type ou la commande cat selon que vous êtes sur un environnement Windows ou Linux. Huitièmement, nous avions vu l'élucidation des variables dépendantes et indépendantes et la précision de leurs unités. Neuvièmement, la construction du modèle de régression linéaire simple avec la fonction LM. Et dixièmement, nous avions vu l'utilisation de la fonction summary pour afficher le résumé de notre modèle. Dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer notre rapport en ajoutant plus de détails à l'entête et en utilisant plus efficacement ces outils tels que les boutons qui permettent d'afficher ou de cacher et en même temps de télécharger le code depuis le rapport HTML. OK? Et puis, deuxièmement, nous allons étudier et interpréter l'équation du modèle. Et en fin de compte, troisièmement, nous allons faire une prédiction manuelle et aborder les concepts de variance de l'erreur et d'extrapolation. Restez avec nous pour en savoir plus. Commençons dès à présent. Voilà, maintenant nous allons commencer la démonstration pratique. Dans la vidéo 2, nous avions vu comment personnaliser l'entête d'un notebook. Maintenant, nous allons améliorer notre rapport en ajoutant à l'entête une table des matières automatique et l'option d'afficher nos jeux de données sous un format HTML paginé. OK? L'entête est utilisée pour spécifier les métadonnées et les options pour l'ensemble du document. Voilà, ainsi nous avons en fait le titre ou bien title qui définit le titre du document. Après, ici, nous avons subtitle, ce qui définit le sous-titre du document. Après, nous avons le nom de l'auteur. Et nous avons aussi, en fait, l'output ou bien le bloc de sortie qui spécifie le format et ses options. Ici, nous avons, en fait, l'option HTML Notebook qui définit le format de sortie comme un notebook HTML. Et puis, nous avons le TOC, ou bien le TOC, qui signifie, bon, si on met ça à true, qui veut dire vrai, cette option-là active en fait la table des matières automatiquement. Cette option active la table des matières, ainsi RStudio pourra incorporer dans votre rapport la table des matières automatiquement. Nous avons aussi l'option devPrint qui a pour valeur page. Cette option définit la méthode pour imprimer les data frames ou bien les jeux de données si vous voulez. Cette option page imprime les data frames en utilisant un tableau HTML paginé. Voilà, maintenant nous allons voir l'effet réel en fait de la mise à jour de l'entête sur notre rapport. Mais avant cela, nous devons d'abord exécuter en fait notre notebook. Mais pour l'instant, on va uniquement se focaliser sur la sortie concernant l'entête de notre notebook. Donc, pour exécuter en fait le notebook, je fais CTRL-ALT-R. Donc, ici, vous allez voir qu'en fait, tout va s'exécuter. Mais comme je l'ai déjà dit, nous allons tout simplement nous focaliser sur notre entête. Voilà, en fait, mon notebook est déjà exécuté. Maintenant, on va aller voir le preview. Ici, vous cliquez sur preview et normalement, si tout, voilà, très bien, si tout ça passe bien, vous aurez en fait votre rapport à droite de RStudio. OK? Et là, vous voyez qu'en fait, mon rapport est là, devant moi. Et c'est ça, en fait, l'efficacité de RStudio. Il vous permet en même temps de développer, en fait, votre code, mais de générer aussi des rapports très élégants. Par exemple, ici, vous voyez qu'en fait, démo 3, c'était quoi? C'était en fait le titre du document, et c'est pourquoi là, vous voyez en fait le titre, c'est démo 3. Nous avions vu ici que le sous-titre, c'était quoi? Simple Linear Regression, ou bien régression linéaire simple. OK? Et
vous voyez ici le nom de l'auteur, c'est Savoir-faire digital, tout est là. Et vous voyez que automatiquement, j'ai pas besoin de dire c'est quoi en fait ma table des matières. Automatiquement, RStudio a mis dans mon rapport la table des matières. OK? Et vous voyez que la table des matières aussi est numérotée. Voilà, ici, notre table des matières est numérotée, mais si vous ne voulez pas avoir une table des matières numérotée, vous pouvez aussi enlever en fait cette option-là. Vous voyez ici, à gauche, nous avons l'option Number Section True. Donc, si je mets ceci en commentaire, par exemple, normalement, la table des matières sera toujours là, mais vous le voyez très bien, effectivement, la mise à jour est déjà faite, la table des matières est toujours là, mais sans numéro. Donc, mais puisque ici nous voulons ajouter les numéros, je vais en fait enlever le commentaire de number section et normalement il y aura en fait une mise à jour qui est déjà faite et puis les numéros reviennent. Autre chose sur la table des matières, l'efficacité de la table des matières. Par exemple, là, je vois que, par exemple, j'ai 10 sections dans ma table des matières. Vous voyez les numéros de 1 à 10. Et donc, si je suis intéressé par une partie spécifique, en fait, de mon rapport, je peux juste cliquer sur cela et puis y arriver directement. Par exemple, nous avions déjà vu qu'en fait, le point numéro 1 concerne en fait comment lire, par exemple, les données et puis les mettre dans un jeu de données ou bien dans un data frame. Vous voyez que le numéro 2, c'était pour tester si la lecture a été bien faite ou pas. Numéro 3, c'est la même chose pour voir en fait la fin de notre jeu de données. Et numéro 4, ça concernait en fait l'identification des variables et puis dire c'est quoi la variable dépendante et c'est quoi la variable indépendante et puis préciser en fait les unités, etc., etc. Et par exemple, là, je vais faire bon, si vous voulez sauter automatiquement au numéro 5, je clique sur le numéro 5 et vous voyez très bien qu'en fait, là, j'arrive sur la construction du modèle. Est-ce que vous voyez? En fait, c'est ça l'efficacité de la table des matières. Hein? Donc là, je vais retourner à la table des matières et puis nous y voilà. Voilà, autre chose qui est importante avec le rapport, c'est que vous voyez que ici à droite en haut de votre rapport, il y aura en fait un bouton qui s'appelle Code. Si je clique sur ce bouton-là, vous voyez qu'en fait, j'ai des options. L'option 1, c'est Show All Code. Cette option-là vous permet en fait de montrer en fait aussi bien les commentaires qui sont dans votre rapport et puis en même temps le code. Il y a l'option 2 qui vous permet de cacher en fait le code et de ne laisser que en fait les commentaires. Hein? Donc ce sera le rapport mais sans le code. Pourquoi ceci est important? Par exemple, évidemment, si en fait vous voulez partager votre rapport avec vos collègues développeurs, il est important de laisser le code là-bas pour que les gens puissent comprendre ce que vous avez fait pour aboutir au résultat que vous avez. Mais si par exemple, en fait, le rapport est destiné à une équipe qui n'est pas une équipe développeuse, c'est pas une équipe technique, c'est juste par exemple une équipe de management ou bien de marketing, ces gens-là ont besoin, par exemple, du rapport final sans code, parce que le code, même si le code est là, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui les intéresse, c'est les résultats de votre code. Et dans ce cas de figure-là, par exemple, avant de partager les rapports, il serait bien, par exemple, de cacher le code et de ne laisser que de commentaires. Et par exemple, ici, quand je clique sur le bouton ou bien sur l'option Hide All Code, bon, je vais le faire, et vous voyez qu'en fait, mon rapport final est là, avec tous les résultats, mais sans le code. Vous voyez en fait comment c'est important. Voilà une chose importante à savoir sur RStudio et sur le format notebook. Bon, là, je vais encore montrer tout le code. Si le rapport est destiné en fait à une équipe de développeurs, voilà, par exemple, vous voyez maintenant que dans mon rapport, j'ai la table des matières, j'ai en fait les sections, j'ai le code et j'ai le résultat. Je pense qu'il y a autre chose aussi qui est importante. Par exemple, je peux aussi
cliquer sur le bouton Download RMD pour télécharger en fait le code uniquement, le code uniquement, et puis envoyer par exemple le code à un autre développeur, par exemple si je veux, ou bien le mettre sur GitHub, ou bien le mettre où je veux. Voilà. Donc, ce bouton-là est un bouton important. Donc, ce bouton-là vous permet de montrer le code. Si, en fait, vous voulez partager votre rapport avec une équipe de développeurs ou bien partager le rapport avec une équipe de managers sans le code, là, vous pouvez appuyer sur l'option Hide All Code. Vous pouvez aussi télécharger, en fait, le fichier code depuis votre rapport avec l'option Download RMD. OK? Donc, voilà. Et là, je vais retourner ici. Il y a aussi, en fait, sur chaque section de code, hide, où vous pouvez cacher des parties spécifiques de votre code. Par exemple, ici, la lecture du data frame. Vous voyez que si je clique encore sur Show, là, je vais montrer le code qui me permet de lire, en fait, le data frame. Donc, vous pouvez aussi cacher des parties spécifiques et puis montrer d'autres parties. Donc, voilà ce que vous pouvez faire avec votre rapport pour l'instant, et on va commenter ce rapport-là plus en détail dans la suite. Maintenant, nous allons étudier et interpréter l'équation du modèle. Mais avant de faire ceci, nous allons réviser un peu ce que nous avions fait la fois passée. Très bien. Par exemple, nous allons commencer par le data frame, comment nous l'avons lu depuis la table vente.txt et puis mis les données dans le data frame que nous avons appelé vdata. Donc, je vais cliquer sur data frame ici pour être à ce niveau-là, et je peux aussi cliquer, si vous voulez, sur mon outline ici, ou bien mon panneau de navigation dans mon code à gauche ici. Donc, je vais cliquer sur Read Data pour être au même niveau. Donc, voilà ce que nous avions fait. Et bon, pour le voir plus lisiblement, on peut tout juste regarder le rapport parce que je pense que c'est beaucoup plus clair. Donc, on avait vdata equal to read table. Après, le nom du fichier, c'était quoi? Vente.txt. Et puis, il n'y avait pas de séparateur, donc on avait laissé le vide comme séparateur, et puis on avait mis header equal to false. Ça nous permettait, on l'avait déjà vu, de lire en fait notre data frame. Très bien. Et après cela, qu'est-ce que nous avons fait? On avait fait head, donc pour tout juste voir si nos données ont été lues correctement, ce qui était le cas. Donc ici, on avait juste montré les 3 premières lignes. Donc on avait vu qu'il y avait la variable V1 et puis la variable V2 par défaut parce que en fait notre fichier n'avait pas d'entête. OK? Très bien. Et puis, on avait fait la même chose avec tel. Donc, on avait fait tel vdata n equal 3 pour dire que montrez-moi les 3 dernières lignes. De même, on avait la colonne 1 et puis la colonne 2. Et puis, ça nous montrait qu'en fait, on avait 25 lignes de données et puis tout s'est bien passé. Très bien. Voilà, maintenant, je vais aller vers la partie gauche du code. Je vais cliquer dans mon panneau de navigation sur variable pour montrer comment nous avions ajouté en fait, ou bien si vous voulez identifier les variables. On avait dit qu'en fait la première colonne c'était la colonne des ventes et puis la deuxième colonne c'était la colonne des montants dépensés pour la publicité. Bon, ici je vais d'ailleurs réduire ça parce qu'on n'a pas besoin de ça. Très bien. Et puis pour les variables, nous avions ici, c'était en fait la section numéro 4. Nous avions vu que, voilà, on a ajouté la colonne vente et puis la colonne publicité qui remplaçait V1, V2 qui ne voulait pas dire grand-chose. Mais si on ajoute en fait ces labels-là, ça dit que vente et pub, ça nous permet d'identifier correctement nos variables. Et si vous voulez bien, je l'ai bien mis ici en bas pour identifier les variables. Y, c'est le response variable, ou bien si vous voulez la variable réponse, c'était la colonne 1, et X, c'est ce qu'on appelle le prédicteur. Bon, vous voyez qu'ici, j'ai mélangé, j'ai écrit les Y en anglais et puis les X en français, donc je pense que je vais changer cela, donc pour être beaucoup plus congruent, je vais enlever le S qui est là, donc à gauche, donc réponse, très bien, voilà, et normalement, voilà, je vais cliquer encore sur mon preview pour rafraîchir en fait
Très bien. Maintenant, tout est correct. Voilà. Donc, vous voyez ici très bien que Y égale la réponse. C'est, je pense que c'est mieux même d'enlever le var parce que ça, c'est bon. Je vais sauvegarder. Et puis, je vais rafraîchir mon preview. Et puis, je vais aller sur var encore. Normalement, maintenant, tout doit bien se passer. Très bien, voilà. Là, on voit que Y, c'est la variable réponse. Là aussi, je vais préciser en fait les unités. Pour la variable Y, les unités, c'est une unité, c'est 1000 euros. Et pour la variable X, une unité, c'est 100 euros. Voilà. Il est bien de préciser en fait ces unités-là. Maintenant, si vous regardez très bien cette écriture-là pour élucider en fait la variable X et Y, c'est une écriture latex. Bon, je pense que je vais un peu parler de cela dans la vidéo 2, mais je vais y revenir. Et pour faire cela, si vous comprenez bien latex, des fois c'est plus joli que d'écrire en fait du texte simple. Vous voyez par exemple ici pour écrire en fait du code latex dans RStudio, donc dans le volet de gauche, vous mettez d'abord un signe $$ au début et un signe $$ à la fin. Donc, vous voyez aussi qu'il y a ici un point qui commence en fait avant le Y. Là aussi, il suffit de mettre juste un tiret au début et automatiquement, RStudio va le remplacer en fait en point. Et puis à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, vous voyez que j'ai mis \text. Là, je suis en train de dire qu'à RStudio, je suis en train d'écrire du texte. Donc, des fois, c'est important de faire ceci pour ne pas que latex interprète cela comme en fait des symboles mathématiques ou bien des valeurs mathématiques. Donc là, vous mettez \text et puis je mets réponse et puis je mets tout ce que je veux et puis voilà, etc. C'est juste pour dire à latex que ce que je suis en train de faire, c'est du texte. Vous voyez que pour y égale, j'ai pas mis du texte parce que en fait, bon, donc latex va comprendre qu'en fait c'est un symbole que j'utilise et le signe égal, c'est juste le signe égal. Et vous voyez que le résultat sera ce qui est ici à droite. Vous voyez là, latex a écrit y égale réponse et puis tout ce que j'ai mis. Voilà, parfait. Et pour la variable x, j'ai mis la même chose. Très bien. Voilà, je pense que maintenant ça c'est clair. Et après cela, nous avons construit notre modèle. Là aussi, il suffisait de faire modèle equal to lm. Lm, c'est en fait une fonction R que vous utilisez pour construire un modèle linéaire. Donc, je lui dis que vente, c'est la variable y ou bien la variable dépendante. Et puis là, vous mettez un tilde pour dire que je veux faire une régression des ventes par rapport à la variable dépendante pub ou bien publicité. Et puis vous mettez virgule et vous lui dites d'utiliser en fait le data frame qu'il faut. Donc je mets data equal to vdata. Vdata, c'est le data frame là où j'ai mis mes données depuis la première partie où j'ai fait la lecture. Très bien. Et après, bon, qu'est-ce qu'on fait? On construit ce qu'on appelle en fait le résumé du modèle. Et pour cela, j'utilise en fait la fonction summary model ici. Et je le mets bien sûr dans une variable pour pouvoir réutiliser ça quand je veux. Et puis après, je vais afficher en fait le résumé du modèle avec modèle summary tout simplement. Et puis là, vous voyez que j'ai tous les résultats qui sont là. Mais comme je l'avais déjà dit, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le coefficient ou bien les coefficients. Nous aurons deux coefficients, B0 et B1. B0, c'est ce qu'on appelle l'intercept, vous le voyez ici. Et puis la publicité qui est là, ou bien le coefficient qui correspond à la valeur X ou bien aux publicités. Voilà, très bien. Et le modèle a estimé ces deux valeurs-là. Vous voyez qu'en fait, B0 égale à moins 157.3301. Et puis, pour la publicité, le coefficient, c'est 2,7721. Maintenant, attention, il faut très bien comprendre comment interpréter en fait ces valeurs-là. Et nous allons le faire après. Voilà. Voilà. Il y aura d'autres valeurs qui sont ici à droite sur lesquelles nous allons revenir. Mais comme je dis, pour une compréhension du modèle linéaire, on va faire les choses étape par étape, petit à petit. Comme ça, les gens vont pouvoir saisir l'ensemble des résultats du modèle. Très bien.
Voilà, maintenant parlons des coefficients. Pour récupérer, en fait, vous voyez qu'en fait, dans le résumé de votre modèle, il y a beaucoup de choses. Mais comme je l'ai dit, on va commenter étape par étape. Donc, on va d'abord s'intéresser aux coefficients. Pour les coefficients, on veut par exemple le coefficient B0 qui est là. Donc, pour le récupérer et puis le mettre dans la variable B0, on fait quoi? Model summary, qui est tout simplement le résumé du modèle. Et puis, je mets ici un signe de dollar pour lui dire que je m'intéresse uniquement au coefficient ici. Vous le voyez. Maintenant, attention, quand vous mettez dollar coefficient, il va vous donner tous les coefficients. Bon, je vais vous montrer cela ici. Par exemple. Si je fais, par exemple, bon, je vais prendre ce code-là, par exemple, puis je le mets ici, et puis je vais enlever, en fait, les indices. Donc là, vous voyez, en fait, dans mon console, j'ai fait model summary, et puis j'ai mis signe de dollar, et puis j'ai mis coefficient, et puis j'ai mis entrée. Vous voyez qu'en fait, il vous donne le tout. Et c'est pas tout cela que nous voulons. Nous voulons uniquement, en fait, B0. Et si vous voulez uniquement B0, donc là, je reviens à droite, il faut être très précis. Et puis, vous lui dites qu'en fait, je veux l'élément 1, donc je veux dire la ligne 1, et puis la colonne 1. Donc, si vous voyez qu'en fait, la ligne 1, c'est cette ligne-là, je vais vous montrer, cette ligne-là, à gauche, et puis la colonne 1, c'est cette colonne-là, hein, sur les estimations. Donc, automatiquement, donc, ce sera la valeur de B0 qui est là, qui est l'intercept, qui est moins 157.33.114, etc. Et pour la publicité, je fais la même chose. Ce sera la ligne 2, mais la même colonne qui est la colonne 1. Et vous voyez très bien qu'en fait, ici, on a récupéré, ici à droite, par exemple, je vous montre B0. Et ici, on a récupéré, en fait, la valeur B1 ou bien le coefficient directeur. Bon, il y a plusieurs façons de faire cela. Si vous aimez en fait les indices, vous mettez juste les indices si vous connaissez les indices. Par exemple, ici pour B0, on a mis 1, 1. Et pour B1, on peut mettre 2, 1. Maintenant, il y a des gens qui aiment travailler avec plutôt les clés ou bien en fait les valeurs texte. Et vous pouvez faire la même chose aussi hein, si vous voulez. Il suffit juste de faire dans ce cas-là. Vous mettez entre, à la place de 1 ici, vous mettez intercept et puis à la place de l'autre 1, vous mettez estimate. De même pour en fait la publicité, vous pouvez mettre model summary, dollar coefficient et puis vous mettez pub et puis estimate. Si vous aimez, parce que bon, ça dépend. Il y a des gens qui aiment travailler avec les chiffres, il y a des gens qui aiment travailler avec les lettres. Donc c'est comme vous voulez. Si vous voulez travailler avec les lettres, voilà comment faire cela. Très bien. Maintenant, une fois que nous avons en fait B0 et B1 récupérés dans les variables, maintenant, on peut tout simplement définir une nouvelle variable qui s'appelle model coefficient. Et puis là, on va les collecter avec la fonction C de R. Et puis on dit B0 égale à B0, B1 égale à B1. Et puis on affiche les coefficients. Donc, et là, vous allez voir qu'en fait, B0 sera égal à moins 157 point quelque chose. Et puis B1 sera 2.77, etc. Et vous les voyez ici à gauche dans l'ensemble des coefficients. Très bien. Voilà, maintenant, nous allons passer à la section 7 qui parle de l'équation en fait du modèle et de son interprétation. Donc, voilà, n'oubliez pas que nous avions dit qu'en fait, pour le modèle linéaire simple, l'équation c'était y égale à B0 plus B1x plus epsilon. Epsilon, c'est l'erreur. Donc, nous allons parler un peu de l'erreur après, mais pour l'instant, nous allons uniquement nous intéresser à l'équation en fait du modèle. Donc, vous voyez qu'en fait, après avoir construit notre modèle nous dit qu'en fait, nous avons la vente qui est égale à moins 157.33 plus 2.7772 fois la publicité. Donc, voilà en fait l'équation que en fait notre régression linéaire nous donne. Très bien. Maintenant, comment nous allons interpréter cette équation-là. Mais avant de passer à l'interprétation, je pense qu'il est important de parler comment j'ai écrit d'abord cette équation-là. Par exemple, et vous allez voir que ici, c'est ça la puissance de RStudio. RStudio vous permet de faire des rapports élégants et d'aller vite. Donc, vous écrivez en même temps votre code et
vous produisez en même temps votre rapport. Donc, je vais vous montrer, par exemple, ici, si je clique en fait sur équation et interprétation ici, vous voyez, bon, là, je vais augmenter ce panneau-là un peu. Vous voyez comment nous avons construit l'équation. D'abord, il faut constater des choses. Donc, d'abord, la section 7, il fallait faire juste un hashtag. OK? Équation et interprétation. Et c'est ça qui vous donne, en fait, la section 7 qui est là parce qu'on avait dit dans l'entête de notre document que le TOC doit être true. Donc, ça veut dire qu'il faut, et on avait aussi numéroté nos sections. Donc, automatiquement, dans votre rapport, vous aurez non seulement le numéro de section, mais aussi, en fait, le titre, en fait, de la section. Ça, c'est déjà dit. Maintenant, vous voyez ici que aussi, l'équation qui est là, en fait, le mot équation, ici, est mis en gras. Là aussi, je le fais automatiquement dans RStudio. Il suffit de mettre, en fait, étoile, étoile, et puis vous mettez encore à la fin étoile, étoile, et vous allez voir que même dans votre code, ce sera en rouge pour vous dire qu'en fait, que cette partie-là sera en gras dans votre rapport. Maintenant, pour l'équation elle-même qui est là, ça c'est du latex. Et vous voyez très bien que j'ai commencé par un signe $, et j'ai fini par un signe $. Et tout ce qui reste à l'intérieur, c'est du code. Donc là, vous avez mis, j'ai mis égal pour dire que bon, c'est le symbole égal. Maintenant, il y a une chose qui est bizarre qui est là. Si vous regardez très bien ici, par exemple, j'ai mis un backtick qui est là et j'ai fini par un backtick. Ça, c'est pour dire à RStudio que je suis en train de faire quelque chose qui est en fait du code. Et je suis encore en train de dire à LaTeX qu'il ne faut pas mettre ce texte-là qui est là, mais il faut mettre le résultat du texte. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai mis quoi? J'ai mis round B0,3. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à RStudio et à LaTeX en même temps, il faut prendre la valeur de B0, il faut round pour, c'est une fonction, pour arrondir à 3 chiffres, et vous prenez le résultat là que vous mettez dans, en fait, cette partie-là. Vous voyez que, par exemple, dans cette partie-là, vous ne voyez pas ce gibberish-là, mais vous voyez, moins 157.33. Ce moins 157.33 là, ça vient d'où? Mais allons-y. C'était en fait la valeur de B0. Mais on l'a arrondi parce qu'on ne veut pas montrer tous ces chiffres-là. On l'a arrondi à 3 chiffres. À 3 chiffres, normalement, vous devez avoir 330. Mais bon, LaTeX simplifie les choses, dit que 330, c'est tout simplement 33. Et vous voyez maintenant qu'ici, quand vous utilisez RStudio, il vous permet de gagner du temps. Aussi bien, non seulement il vous permet de gagner du temps, mais aussi, bon, les choses sont beaucoup plus élégantes. Bon, disons-le comme cela. Et puis, voilà. Maintenant, vous voyez aussi, en fait, après cela, on fait la même chose. On dit à LaTeX que ce qui vient après, en fait, attention. Normalement, par exemple, très bien, regardez ici en bas. Si c'était du texte, c'est ceci qu'on aurait. On aurait vente equal, ou bien vente égale, et tout ce gibberish-là qui est là. Mais regardez, cette chose-là ne veut rien dire. Bon, parce qu'en fait, ici, à gauche, RStudio a interprété en texte. Mais lors de la production du rapport, RStudio va comprendre que, en fait, ceci n'est pas du texte, mais c'est du code. C'est du code en même temps. R et les textes combinés, mais dans le rapport, les choses vont se produire. Regardez ce que, en fait, le texte va produire à gauche ici, par rapport à ce que le texte a produit ici, à droite, ici. Et c'est ça que nous voulons. Donne-nous l'équation sous forme humaine. OK? Donc, je pense que vous avez compris. Et vous avez même vu ici que ce signe, ici, fois, si vous écrivez du LaTeX, c'est pas X, c'est parce que si vous écrivez X là-bas, il va le prendre comme, LaTeX va le prendre comme une variable X. Donc, vous mettez backslash et vous mettez time pour lui dire que c'est la multiplication. Très bien. Et voilà ce que vous aurez et voilà comment nous avons créé en fait cette équation-là. Bon, je suis en train de faire toutes ces choses-là pour vous montrer comment écrire non seulement en fait une régression linéaire avec du code A, mais en même temps comment générer vos rapports avec des LaTeX si nécessaire pour que vos rapports soient élégants. Et aussi, bon, imaginez maintenant si vous vouliez écrire tout cela en texte et mettre en gras, vous allez perdre du temps, mon cher, ou bien mes chers. Donc, vous devez utiliser l'outil qu'il faut pour aller vite, non seulement écrire votre code, mais générer votre rapport
mais aussi il faut que le rapport soit élégant et beau à voir. Et d'ailleurs, je pense que dans un futur proche, je vais commencer une playlist spécifique à la visualisation des données. Et là, nous allons voir comment aussi, pourquoi c'est important de visualiser en fait des données d'une façon élégante. Voilà. Très bien. Maintenant, passons à l'interprétation. Ici, B1, ou bien le coefficient B1, est l'estimation de la variation attendue de la réponse associée à une unité de la variation de la prédictive. OK? Pour simplifier, en fait, ce langage technique-là, cela veut dire tout simplement que les ventes vont augmenter de, disons, 2772 dollars pour chaque tranche de 100 dollars supplémentaires investis pour la publicité. Voilà ce que cette équation-là veut dire. OK? Pour chaque 100 dollars investis en publicité, il y aura probablement une augmentation de la vente de 2772 dollars. Maintenant, attention, 2772 dollars, parce que vous voyez très bien que le coefficient c'est 2,772, mais en réalité, on avait dit que les ventes ont une unité de 1000 euros, donc 2,772 fois 1000, ça vous donne 2772. Très bien. Et vous voyez ici, c'est ce qu'on a mis ici, les ventes augmentent de 2772 euros pour chaque tranche de 100 euros supplémentaires en dépenses publicitaires. Là aussi, si vous voyez ce texte-là, c'est un mélange en fait, ce texte-là. Comment en fait RStudio a généré ce texte-là. Vous voyez, et si vous prêtez attention même, vous allez voir qu'en fait, il y a des textes normaux et il y a des choses qui, vous voyez, 2772 ici, c'est pas des textes normaux, c'est en latex. Et c'est pourquoi même vous pouvez voir la différence en écriture. Et je vais vous montrer comment générer cela automatiquement aussi. Donc là, vous voyez ici comment j'ai fait. Bon, comme je vous ai dit, pour avoir ce point-là, après les interprétations, il suffit de mettre un trait à gauche dans RStudio et vous écrivez ce que vous voulez. Les ventes augmentent de, attention, et là, nous voulons générer quelque chose que nous savons déjà. Et là, je dis à latex, je veux écrire du latex, mais attention, bon, je connais qu'il y a une variable qui est déjà là. Bon, la variable, c'était quoi? C'était la variable B1. Et je veux la multiplier par 1000 parce que je savais que l'unité, c'était pas en euros, c'était en milliers d'euros. Donc, je prends B1, je multiplie par 1000. Et puis, je lui dis, il faut arrondir quand même cela parce que si on n'arrondit pas, on aura des choses bizarres. Voilà. Et puis, je mets j'ouvre les crochets et puis je ferme les crochets pour lui dire qu'en fait, tout ce qui est à l'intérieur, maintenant, c'est du code. C'est pourquoi je mets un R devant ici. Mais avant cela, il y a le backtick du début et il y a le backtick de fin pour lui dire qu'après cela, j'ai mis ici un tilde pour lui dire il faut laisser de l'espace et après, tu écris euro. Et puis voilà. Et je continue maintenant mon texte normal pour chaque tranche 2 et je fais la même chose avec le 100 tilde euro pour lui dire que ça c'est latex, il faut l'écrire comme cela, voilà, supplément et le reste maintenant est normal. Le reste en fait quand je dis est normal, c'est du texte normal. Donc voilà comment vous pouvez utiliser du texte normal, des formules, latex pour générer en fait des rapports qui sont beaux à voir. Voilà. Voilà, maintenant passons à l'interprétation de B0. B0 est la valeur attendue estimée de la réponse lorsque la prédictive est 0. Donc, dans l'équation y égale à B0 plus B en x, quand x égale à 0, automatiquement, vous allez voir que la valeur de y qui correspond à cela, c'est bien B0. Donc, voilà. Maintenant, ici, la valeur de B0 est théorique parce que on voit très bien qu'on aura une vente qui est négative et peut ne pas avoir un sens pratique. Okay? Cela peut s'expliquer par le fait que les données récoltées pour les dépenses publicitaires sont dans l'intervalle 374 et 637. Mais comment on sait cela? Mais c'est facile, il suffit d'aller dans votre console. Donc, bon, là, je vais effacer ce que nous avions fait auparavant. Et si vous mettez, par exemple, Summary VData, mais n'oubliez pas, VData, c'est votre data frame, vous cliquez sur Entrée, vous aurez en fait les valeurs statistiques là-bas. Donc, vous voyez qu'en fait, pour la publicité, le minimum, c'était 374 et puis le maximum, c'est 637. Donc, voilà, on revient. Donc, cette valeur négative-là n'a pas de sens en principe. C'est juste une valeur théorique qui permet d'avoir un modèle correct. OK?
parce que nous n'avons pas ici récolté des données. Si on n'a rien investi en publicité, qu'est-ce qui va se passer? Ça, on ne sait pas. Très bien. Donc, le modèle n'est valable que dans la plage de données récoltées. Donc, de 374 jusqu'à 637. Mais n'oubliez pas, c'est pas 374 €, mais plutôt 374 fois 100. Ici, les publicités sont en centaines d'euros, donc ce qui correspond à peu près 37 400 €. Et pour la valeur maximale dépensée en publicité, c'était 63 700 €. Voilà. Donc, par conséquent, il peut être difficile pour le modèle d'extrapoler au-delà de ces valeurs-là. Ainsi, vous allez comprendre que construire un modèle est une chose. Maintenant, savoir interpréter les résultats du modèle en est une autre. Donc, un modèle n'est pas la réalité, mais une représentation de la réalité. C'est comme en fait une carte. Elle représente la géographie, mais elle n'est pas la géographie. Ainsi, si votre carte est fausse, alors vous ne pouvez pas arriver à bonne destination. Pareillement, si votre modèle est faux, il est peu probable d'atteindre vos objectifs avec le modèle. Donc, le célèbre statisticien John Tukey disait « Embrace your data, not your models ». Donc, entendez, adoptez vos données, pas vos modèles. OK? Donc, les données, c'est la réalité. Le modèle, c'est une représentation de la réalité. Voilà, maintenant pour éviter que la vidéo soit trop longue, nous allons nous arrêter ici et prochainement nous allons parler de la notion de prédiction manuelle et nous allons aussi aborder les concepts de variance de l'erreur et d'extrapolation. Encore une fois, merci et n'oubliez pas de nous soutenir et de vous abonner.